reste ici. Oh, on orchestre maintenant. Allez, j'étais obligé. On continue avec les Caraïbes, pas les Caraïbes, les Pirates, saison 2. On est toujours avec Georges Pirat et vous l'attendez. On s'est embarqué dans cette histoire des pirates juifs et on continue. Tu veux nous parler ce soir de la Nouvelle-Hollande, terre de liberté, bien sûr, organisée par Midreshet Yehuda Manitou. J'en profite à tous pour dire une bonne rentrée, ce qu'on n'a pas revu depuis. Et déjà, Shana Tova Umevorechet. Bechavot, Georges. Johan, tu peux me mettre en grand? D'accord? Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tout le monde. Je finis les vacances, mais je vous rassure tout de suite, vous serez bientôt de nouveau en vacances, puisque le prochain cours devrait se dérouler Motsé Kippour. Ça me semble un peu compromis pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Et puis après, c'est Sukkot, beaucoup de gens seront en famille. Donc, je vous annonce tout de suite que probablement le prochain cours, mais vous aurez évidemment un message, ce sera autour du 12 octobre, quelque chose par là. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'entrée en matière. J'espère que vous avez passé un bel été, pas trop chaud. Enfin, ça, c'est une blague. Et avant de commencer, j'ai plein de bonnes nouvelles à vous donner. Alors ça, c'est réjouissant. Et je voudrais commencer. C'est ça, monsieur Maxime, la raison d'être de ce que j'ai appris. Alors d'abord, nos amis Ruti et Yitzhak Birman ont fiancé une petite fille, Mazal Tov, mais ils ont aussi accueilli un arrière-petit-fils, donc heureux Mazal Tov. Ils thésaurisent, hein, ils accumulent, mais c'est pas les pires, c'est pas les pires. En tout cas, on est heureux pour eux et grand Mazel Tov. Nos amis André et Simone Greenspan, quant à eux, ont marié un petit-fils qui est le fils du Rav Ben Admon. Mazel Tov à André et Simone, ça, ce sont vraiment de très très bonnes nouvelles. Et puis nos amis Suzy et Sigi Anart ont fêté la bar mitzvah d'un petit-fils, je crois, la semaine dernière. Et puis là, ils sont repartis à Lausanne pour Rosh Hashanah, et puis ils reviendront après. Donc, Mazel Tov à eux également. Et, ah non, je ne l'ai pas pris. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est nos amis Régine et Francis Marx. Alors là, c'est vraiment toute une liste. Hein. Ils ont marié une petite fille le 15 août. Dans la nuit du 15 au 16 août, ils ont eu une arrière-petite-fille qui s'appelle Yehudit. Ça, il faut quand même le faire. Je vous rassure, ce n'est pas la jeune fille qui s'est mariée. Hein. Non, 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 non. C'est une autre petite fille. Et puis, la semaine dernière, Shabbat dernier, ils ont fêté la bar mitzvah de leur petit-fils, Ishaï. Alors, on leur dit Mamama Zoltov. Vraiment, c'est des bonnes nouvelles et on est content. Ah ben non, ça c'est normal. Voilà. Alors, ben, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien, parce qu'on a évidemment plein de travail, comme d'habitude. Mais je vais d'abord vous faire un résumé un petit peu complet, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble, donc on a un peu oublié. La dernière fois, nous avons parlé, non pas de la Nouvelle-Amsterdam, de la Nouvelle-Hollande, mais de la Nouvelle-Jérusalem. La Nouvelle-Jérusalem, c'était Amsterdam, qu'on a appelé comme ça, et on part de la Nouvelle-Jérusalem vers la Nouvelle-Hollande. Bien. Alors, on avait vu que le commerce du sucre était entièrement aux mains des conversos, mais que ce commerce s'arrête brutalement en 1621 lorsqu'il y a la guerre entre l'Espagne et la Hollande. C'est le moment aussi où à Amsterdam, on crée la Compagnie des Indes occidentales, qui a une très très grande latitude d'action pour faire tout ce qui est bon pour la Hollande, commerce, guerre, trafic, échange, etc. Et puis, cette compagnie des Indes occidentales a une double fonction. D'abord, c'est reprendre le marché du sucre, et c'est très lucratif, on se sucre avec le sucre, et puis aussi de reprendre pied au Brésil. Le Brésil est sous domination portugaise. Voilà. Alors, les conversos et les juifs
s'engagent auprès de la Compagnie des Indes pour deux raisons. Ils vont les soutenir. La première, c'est pour entrer dans le commerce du sucre, évidemment. La deuxième, c'est pour combattre l'Inquisition, parce que l'Inquisition est d'une extrême violence à l'époque, et c'est un point que nous étudierons beaucoup plus à fond, mais un peu plus tard, pas ce soir, et notamment lorsqu'il y a eu la fusion entre l'Espagne et le Portugal en 1618, fusion qui va durer une quarantaine d'années, après ça va exploser, on verra ça ce soir. Une centaine de conversos à Lisbonne, 90 au Brésil, subiront un autodafé. Les détails de ce que c'est un autodafé, ce sera également pour un peu plus tard. En fait, le vrai but de l'Inquisition, c'est de faire main basse sur les fortunes des conversos. C'est une histoire d'argent. Ce n'est qu'une histoire d'argent, nous le reverrons encore une fois ce soir. Et puis, nous avons parlé du sucre, parce que ça, c'est une histoire énorme, le sucre. Il y a de quoi faire 6 mois de cours là-dessus, mais ce n'est pas notre objet. Mais quand même savoir un peu ce qui se passe avec ça. Les Juifs dominent ce marché du sucre depuis les croisades, donc depuis le XIe siècle. Ça fait un très long moment. L'itinéraire du sucre, on parle bien de la canne à sucre, hein, du sucre de canne, pas du sucre de betterave. Son itinéraire, il est importé, la canne à sucre est importée d'Asie au IXe siècle et implantée au Maroc, qui devient au XVe siècle le premier producteur mondial de sucre. Et puis ensuite, on amènera la canne à sucre à Madère. Madère qui est une possession portugaise, où les conversos vont le développer en concurrence avec le Maroc. Et puis de Madère, on amènera le sucre à Sao Tomé et au Cap-Vert, deux petites îles qui appartiennent également au Portugal et qui seront peuplées de colons en volant, retenez bien, 2000 enfants juifs âgés entre 8 et 11 ans à des familles juives du Portugal. Ils seront convertis de force, accompagnés par des chrétiens et amenés à Sao Tomé et au Cap-Vert, où ils vont formidablement se développer. Et à tel point que Coelho, le gouverneur du Brésil, fera venir des Juifs de Sao Tomé, des jeunes de Sao Tomé, pour développer le sucre au Brésil, ceci une quarantaine d'années plus tard. On s'est posé une question et on n'a pas apporté la réponse parce qu'on ne l'a pas. Comment se fait-il? Ces enfants ont été arrachés à leurs parents en grosso modo 1500. Or, en 1632, la moitié des habitants de Sao Tomé sont juifs. Et beaucoup de ces enfants ont eu évidemment une descendance, sont restés attachés au judaïsme et on ne le comprend pas. On ne comprend pas comment des gosses sevrés, coupés de toute racine, ont pu rester juifs pendant 150 ans, 150 ans plus tard. Donc, on a soulevé la question, mais on n'a pas la réponse. Après ça, nous avons parlé de la fraternité des Juifs de Hollande. Et en fait, au Brésil, l'Inquisition offre 30 jours de grâce aux conversos à condition qu'ils se déclarent. Et en 1623, on est au début du XVIIe, un évêque qui s'appelle Marcos Teixeira arrive au Brésil et développe l'Inquisition. Du coup, beaucoup de conversos vont partir vers des îles voisines, vont s'échapper, vont s'enfuir. 1623. On est dans la première moitié du XVIIe. Alors, ceux qui restent, les conversos, résistent et offrent leur aide au prince de Hollande pour conquérir le Brésil. Et comment ils lui font savoir ça? Eh bien, ils lui envoient une lettre qui est acheminée jusqu'en Hollande par un certain Diego Diaz Querido, un conversos également, un pirate, petit pirate, mais qui a fait fortune dans le trafic d'esclaves. Et il achemine cette lettre et il la remet à la fraternité à Amsterdam. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fraternité? Eh bien, la fraternité, c'est une association clandestine juive dont le but est de combattre l'Inquisition. Elle est dirigée, son siège est à Amsterdam, son chef s'appelle Bento Osorio, c'est un très très riche commerçant d'Amsterdam qui finance toute cette activité. Et la fraternité
constituent des cellules de 3 à 5 individus répartis un peu partout dans le Nouveau Monde, dans les colonies, avec comme rôle de mener la guerre contre l'Espagne, renseigner la Hollande et également aider les Juifs conversos des colonies du Nouveau Monde à mettre leur fortune à l'abri à Amsterdam. Fraternité hollandaise, fraternité juive. Bien. Alors, cette 5e colonne, il s'agit vraiment d'une 5e colonne, est assurée par le prince Maurice de Hollande qu'en cas de reconquête du Brésil, notamment, la liberté religieuse sera assurée. C'est très important ce que je vous dis là, parce que nous allons en avoir une illustration tout de suite. Le 8 mai 1624, la Hollande conquiert Bahia, Texeira, l'évêque, s'enfuit dans la forêt, et les Hollandais contournent l'Amérique du Sud par le cap de Bonne-Espérance pour conquérir Lima au Pérou. Moins d'un an après, une armada espagnole reprend Bahia et à ce moment-là, le vice-amiral hollandais qui s'appelle Hein demande la protection des Juifs. L'Espagne refuse catégoriquement. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire, il a perdu la guerre. Donc les Hollandais rembarquent, mais ils emmènent en même temps presque tous les Juifs conversos qui se trouvaient à ce moment-là à Bahia et donc au Brésil. Il en reste très peu. Ceux qui sont restés, 4 sont immédiatement pendus et les autres vont subir un autodafé. Mais il en reste très très peu. Et puis après, je vous ai parlé d'un personnage qui s'appelle Moïse Cohen Henriquez. Moïse Cohen Henriquez, c'est le fils d'un converso qui a échappé à un autodafé et qui a réussi à s'installer à Amsterdam. Et ce Moïse Cohen Henriquez est un corsaire. Parfois pirate, parfois corsaire, mais enfin bon, il attaque des bateaux. La Hollande, en 1626, est exsangue. Elle n'a plus d'argent, elle a mené cette guerre dans le Nouveau Monde, elle a perdu des bateaux aussi, elle n'a plus un sou. Or, voilà que Henriquez et notre amiral Hein, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un homme bien, ont réussi à arraisonner une grande armada espagnole et pris l'équivalent de 2 milliards de dollars en or. C'est une somme énorme à l'époque. C'est la plus grosse prise à l'époque de corsaires ou de pirates. Et donc cet or qui arrive en Hollande va remettre les finances à flot. Et puis alors il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent, dont nous reparlerons tout à l'heure aussi. Notamment il y a une rumeur, pas du tout confirmée, qu'une centaine de Juifs hollandais vont se rendre en cachette en Espagne pour détruire définitivement l'Inquisition. Mais bon, ça n'est qu'une rumeur et ça ne se passe pas d'ailleurs. Là-dessus, Henriquez décide que ça ne vaut pas le coup de conquérir le pays, le Brésil. Il vaut mieux attaquer les bateaux. C'est plus simple, c'est plus sûr et c'est beaucoup plus facile à mener. Donc, c'est ce que lui pense. Voilà. Mais pour autant, la guerre continue. Et un beau jour, la Hollande débarque à Recife en février 1630. Et elle reçoit l'aide, évidemment, de Cohen Henriquez et des conversos qui sont sur place et conquiert ou reconquiert le nord-est du Brésil, tout le nord-est du Brésil. Henriquez va rester sur place pendant 13 ans, dans une petite île qu'il a conquise et qu'il a achetée. Et il installe là-bas un port et des docks, et ce sera la base de son trafic de pirates. Et quel trafic! Puisque en 13 ans, il arraisonne 547 bateaux espagnols ou portugais, 547 bateaux, c'est-à-dire l'équivalent d'un bateau par semaine. On estime sa fortune, lorsqu'il va quitter cette île, à 1 tonne d'argent. C'est pas mal. C'est un bon travail. Je vous rends toujours attentif, on n'attaque que des bateaux portugais ou espagnols. Jamais anglais, jamais français, ou jamais hollandais. Il s'agit vraiment, effectivement, de faire de l'argent, mais aussi
de se venger de l'Espagne qui a expulsé les Juifs. Il ne faut pas l'oublier. C'est la trame de fond de toute cette histoire. Voilà, nous en étions là. Et alors maintenant, on va parler un petit peu de cette Nouvelle-Hollande, terre de liberté. Et bon, on a un petit peu de travail, hein, parce que je voudrais vraiment terminer ce chapitre-là, pas les pirates, mais ce chapitre sur la Nouvelle-Hollande. Alors, beaucoup de jeunes vont débarquer, évidemment, au Nouveau Monde, venant de Hollande. Ils ont tous des poches percées. Ils n'ont pas un sou en poche, rien. Mais ils ont quelque chose. Tous ces jeunes juifs qui y arrivent de Hollande parlent tous et le hollandais et le portugais. Et donc, ils vont servir d'intermédiaires dans toutes les tractations commerciales entre les Portugais et les Hollandais. Et donc, ils seront des intermédiaires absolument indispensables entre les nouveaux venus et les résidents. Parce que les résidents qui étaient là, portugais, la Hollande les insiste à rester. Et nous allons voir tout de suite pourquoi. Alors, ce groupe de jeunes, il est mené par quelqu'un qui s'appelle Abraham Cohen Henriquez. On a entendu ce nom. Ah oui, mais c'était Moïse Cohen Henriquez. Mais c'est le petit frère. C'est le petit frère. Lui, il est moins pirate et plus intellectuel. Grand commerçant. Il mène toute cette bande de jeunes qui arrivent avec rien dans les poches et il sera le principal agent commercial du nord-est du Brésil. Ce nord-est du Brésil est appelé par la Hollande la Nouvelle-Hollande, comme ils ont appelé New York la Nouvelle-Amsterdam. Donc la Nouvelle-Hollande. Et les Hollandais, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ont incité les Portugais à rester, les autochtones, qu'ils traitent d'idolâtres papistes. Les Hollandais, n'oublions pas, sont calvinistes. Alors ils traitent leurs amis portugais d'idolâtres papistes. Mais ils les encouragent à rester et à s'enrichir. Il faut dire que la terre est riche, il y a beaucoup à faire, et donc il y a de la place pour tout le monde. Et puis, on n'a pas oublié que le prince Maurice de Hollande a promis la liberté religieuse. Il y a un décret du prince Maurice sur la liberté religieuse de tout le monde, juifs, catholiques, protestants, et écoutez, c'est intéressant, indigènes ou indiens. Tous ont leur liberté religieuse et interdiction est faite d'enquêter sur les croyances personnelles de chacun. C'est quand même un décret extrêmement tolérant pour l'époque et il va nous servir. Et c'est à ce moment-là que les Juifs autochtones du Brésil ou de Hollande, ceux qui sont arrivés, vont fonder la première colonie juive autogérée du Nouveau Monde, la première communauté autonome, indépendante dans le Nouveau Monde. Vraiment, il y a une bonne entente entre les catholiques portugais et les calvinistes hollandais contre les juifs. Parce que quand même ces juifs, conversos, qui là reviennent ouvertement au judaïsme, ben, ce sont des traîtres, tout simplement. Donc on ne les aime pas beaucoup. Et ce qui est assez intéressant là, c'est de voir, parce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, les accords d'Abraham, qui sont une chose extraordinaire, mais entre les décisions des dirigeants et l'adhésion des peuples aux décisions des dirigeants, il y a un fossé énorme. Et ce n'est pas parce que des dirigeants ont pris une décision, que ce soit les accords d'Abraham ou l'édit de tolérance du prince Maurice, que les populations adhèrent automatiquement. C'est une leçon de l'histoire. Il faut du temps pour changer les mentalités. Il faut beaucoup de temps pour changer les mentalités des populations. Bien, alors, tout ça, ça démarre quand même. Il y a cette richesse quand même pour tout le monde. Et le Brésil hollandais, donc la Nouvelle-Hollande, deviendra la région sucrière la plus riche du monde. Ce succès est dû en partie à un personnage tout à fait étonnant, qui est le gouverneur hollandais, qui s'appelle Johan Maurice de Nassau. Johan Maurice de Nassau, grand personnage. Il arrive en Nouvelle-Hollande en 1637. Il va y rester 7 ans. Et il arrive, figurez-vous, c'est un pays sauvage hein, quand même, il n'y a pas grand-chose, avec tout un aréopage de savants, d'érudits, d'artistes
qui viennent avec lui. C'est un homme extrêmement cultivé, extrêmement curieux, très tolérant, très ouvert, excellent diplomate, et il va donc s'installer dans la région. Les Juifs l'appellent le sage, c'est vous dire si c'était un personnage de très très grande qualité. Voilà. Sauf que quelques semaines après son arrivée, une délégation de marchands calvinistes viennent le trouver et se plaint qu'il y a beaucoup trop de Juifs en Nouvelle-Hollande. Et cette délégation suggère de favoriser l'arrivée des chrétiens. D'ailleurs, vous savez bien, c'est bien les Juifs qui ont crucifié notre Christ. Et puis, ce sont des faux, ce sont des tricheurs. Tous les schémas de l'antisémitisme traditionnel sont déballés devant Maurice de Nassau. Et lui, il répond en brandissant la charte de la colonie et il lit article 32. L'article 32 garantit toute protection aux personnes juives, catholiques ou calvinistes. Aucun favoritisme ne sera toléré. Voilà sa réponse. Donc, c'est vous dire, c'est une extraordinaire terre de liberté pour les Juifs. Le Brésil est le premier pays où les Juifs ont des droits fondamentaux garantis. Et puis, par ailleurs, la Hollande a parfaitement conscience qu'elle a besoin des Juifs, que ce sont des brillants commerçants et surtout, ce sont des gens fidèles et fiables parce que leur crainte, c'est l'Inquisition. Alors, il crée donc une communauté qui s'appelle Tzur Israël. Tzur Israël, c'est le rocher d'Israël. Ça vient d'un passouk de Isaïe. Et c'est aussi un jeu de mots avec Récif. Récif qui en portugais veut dire le rocher. Donc Tzur Israël, le rocher d'Israël, avec un jeu de mots comme ça, avec la ville de Récif. Notre gouverneur, par sécurité, veut se construire une maison sur une île qui assure, qui bouche, si vous voulez, l'arrivée à Récif. Alors, il se fait construire une résidence sur une île qui appartenait dans le temps à Antonio Vaz, dont nous avons parlé il y a pas mal de temps, et cette île contrôle l'entrée du port. Or, c'est justement sur cette île que Moïse Cohen Enriquez, cette île, il l'a achetée, et c'est là qu'il habite. Alors, le gouverneur veut lui acheter cette île, et Moïse Cohen Enriquez la lui vend, entre autres, pour avoir les bonnes grâces du gouverneur, lui faire plaisir, et ça peut toujours servir. D'ailleurs, c'est son frère Abraham, le petit frère, vous savez, qui est venu avec tous les jeunes d'Amsterdam, et son neveu Jacob, qui vont mener les tractations avec Maurice de Nassau, et donc l'île deviendra propriété hollandaise. Il n'y a rien encore sur cette île. Moïse Cohen Enriquez, il avait construit des docks et des hangars pour tous ces trafics de pirates. Et puis, également, il y a les ruines d'un ancien couvent. C'est tout. Tout le reste est en friche. Alors, Nassau fait venir des colons pour s'installer. Il va appeler l'île Maurice, mais ce n'est pas l'île Maurice que vous connaissez. Entre parenthèses, pour l'anecdote, l'île Maurice, qui est près de Madagascar, a été à un certain moment hollandaise, et c'est en mémoire et pour honorer Johann Maurice de Nassau que l'île Maurice a été appelée l'île Maurice, effectivement. Mais là, pour le moment, c'est lui qui donne ce nom à ce petit îlot qui changera de nom par la suite. Et puis, il y construit un château, un vrai château, en bois du Brésil. Et ce château, figurez-vous, il y a un zoo, il y a une volière, il y a un bassin de natation pour barboter. De plus, il fait construire 2 ponts qui relient l'île au continent. Tout ça, ce sont des mesures de sécurité. Pas la volière et le zoo, hein, mais les ponts, oui. Et dans cette île, eh bien, il mène une vie de cour, avec des bals, avec des repas somptueux, avec des fêtes. La cour de Hollande, transportée au milieu de nulle part, dans le Nouveau Monde. Alors, lors de la première arrivée de Juifs hollandais à Récif, c'est un village où il y a 150 maisons, en tout et pour tout.
20 ans plus tard, Recife, c'est 20 000 foyers. C'est vous dire le développement exponentiel de cette petite ville qui deviendra un port de commerce extrêmement actif avec 2000 foyers. Toutes les familles juives d'Amsterdam avaient quelqu'un de leur famille installé à Recife. Toutes. Et d'ailleurs, les Juifs de Nouvelle-Hollande sont environ 1500 personnes, alors qu'à Amsterdam, ils sont 1200. Il y a donc maintenant plus de Juifs à Recife et dans la région qu'Amsterdam. Ça, c'est un chiffre. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les proportions, ce n'est pas la même chose. À Amsterdam, les Juifs représentent 2% de la population. À Recife, ils représentent entre 35 et 40% de la population. Donc, une masse de Juifs présente dans cette ville. Alors, ensemble, dans toutes les professions du commerce, les Juifs de Nouvelle-Hollande et les Juifs d'Amsterdam, eh bien, ils créent des liens, évidemment, d'autant plus qu'ils sont très souvent en famille. Et donc, on les retrouvera présents dans tous les domaines du commerce. Courtiers, assureurs, import, export, transformateurs, tout ce que vous voulez. Ils dominent littéralement le commerce, les courants commerciaux entre la Nouvelle-Hollande et Amsterdam. En 1640, donc on est 10 ans après l'arrivée des premiers Juifs, les Juifs sont propriétaires d'une centaine de navires de commerce. C'est beaucoup, il faut les armer, ça coûte très cher. Et qui assurent évidemment le transport du sucre vers Amsterdam, où à Amsterdam, il y a une famille, la famille Pereira, qui transforme ce sucre dans ses raffineries. Donc voilà, là, toute une chaîne de commerce qui évidemment entraîne différentes familles, mais tout est bien lié, tout est huilé, et ils tiennent ce marché, véritablement. Recife est appelé le port des Juifs, et il y avait une rue marchande à Recife qu'on appelait la Rua dos Judios, la rue des Juifs. C'est dire si leur présence était importante. Patatras, il y a trop de Juifs. Bah, évidemment, il y a des jalousies. Il y a trop de Juifs. Il y a un peu plus de Juifs à Recife, nous l'avons vu, qu'à Amsterdam, mais ils représentent une proportion très importante de cette population blanche à Recife. Leur poids économique est encore plus lourd et relègue littéralement les marchands chrétiens au rang de spectateurs. Ils n'arrivent pas à concurrencer. Alors, dès que la Hollande n'a plus besoin de ces interprètes, je vous rappelle, tout ce qu'ils avaient dans la poche, ces jeunes au départ, c'est qu'ils parlaient le hollandais et le portugais, donc ils pouvaient servir l'intermédiaire. Les Hollandais, ils ont aussi appris à parler le portugais, et les Portugais ont appris à parler le hollandais. On n'a plus besoin d'interprètes. Et dès qu'on n'en a plus besoin, eh bien, les Portugais et les calvinistes hollandais réclament. Et voilà une citation de leur protestation. La quasi-totalité du commerce du sucre est aux mains des Juifs, qui mentent, trichent sur le poids et pratiquent l'usure. Ça ne vous surprend pas? Moi non plus. Alors, les chrétiens font appel au Conseil suprême de la colonie pour que, je cite, cette race fourbe et malhonnête soit expulsée ou à défaut obligée de porter des signes distinctifs. Tiens, ça nous rappelle quelque chose, ça. On est en 1640 à peu près. Obligée de porter des signes distinctifs comme partout dans le monde, ce qui n'était pas le cas. Une partie du monde, oui, mais pas partout. Ainsi, la colonie juive se trouve confrontée à la jalousie, franchement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et à l'hostilité des calvinistes, des planteurs portugais catholiques, mais ils sont défendus par les autorités hollandaises. Que je vous disais tout à l'heure, ce fossé entre les décisions des autorités, des dirigeants politiques, et puis la perception, la réception de ces décisions, l'acceptation de ces décisions par la population. Donc, ils sont défendus en tout premier lieu par le prince Johann de Nassau, Maurice de Nassau, par la Compagnie des Indes et par les États généraux,
qui reconnaissent le rôle indispensable des Juifs dans le commerce du Nouveau Monde. Et ils sont également, au niveau des autorités, absolument sûrs de pouvoir compter sur la fidélité des Juifs pour les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure, puisqu'ils ont terriblement peur de l'Inquisition, donc ils veulent absolument que la Hollande reste tutélaire au Brésil. Cette colonie du Brésil a le monopole des esclaves. Alors, on va rentrer dans un chapitre un peu chatouilleux, mais il faut en parler. Les profits sur le commerce d'esclaves sont considérables. On parle de 240%, entre 240 et 300%. Et les marchands juifs sont très souvent les intermédiaires avec une part sur les bénéfices des transactions. Ils achètent un esclave et le revendent aux planteurs avec le schéma commercial suivant. Et ça, c'est intéressant. Le planteur n'a pas besoin de payer d'avance. Le paiement se fera sur 3 ans, avec un taux d'intérêt quand même de 50 à 60%, ce qui est pas mal. Et la dette est réglée en règle générale en sucre. Quel sucre sera exporté vers Amsterdam, transformé, et voilà le bénéfice pour les trafiquants. Les bénéfices, je vous l'ai dit, sur les esclaves, sur les produits bruts, le sucre, les bénéfices sont de 700%. 700%, c'est considérable. Alors, ces Juifs, on a toujours la même maladie et on ne s'en départ pas, se font construire de superbes demeures, évidemment, ils ont fait beaucoup d'argent. Ils sont propriétaires de 100 sur 166 plantations de sucre, 100 sur 166 sont entre les mains des Juifs, et c'est le succès de la colonie. Alors évidemment, ce succès ne fait qu'accroître les préjugés, mais il faut quand même préciser quelque chose. Si les bénéfices sont considérables, les risques aussi sont considérables. D'abord, il faut investir dans un pays de sauvages quand même, un pays qui n'est pas domestiqué, rien, tout est à faire, tout est à défricher, il faut mettre de l'argent là-dedans. Ensuite, il y a les risques des transports, les risques déjà naturels, les tempêtes, etc., des bateaux qui se perdent, c'est une perte sèche, il n'y a pas d'assurance. Et il y a aussi les pirates, les attaques. Donc, c'est très dangereux quand même, c'est des investissements risqués, ce qui explique ces bénéfices très importants. Les ennemis sont tout autour de Pernambouc, qui est un des ports également, et les risques de transport. Donc voilà, ça explique cette masse de bénéfices. Cela dit, malgré tout ce que ça rapporte, il y a très peu de capitaux qui sont prêts à s'investir de Hollande vers la Nouvelle-Hollande, vers le Brésil, si vous voulez, excepté les Juifs, qui prennent les risques. Ils prennent les risques, ils prennent aussi les bénéfices. C'est normal. Et le prince de Nassau, Maurice de Nassau, le gouverneur, remet les rouspéteurs en place, en leur rappelant qu'au début, ils ont tellement exagéré les prix qu'ils ont totalement perdu la confiance des acheteurs au bénéfice des Juifs, et que qui c'est qui prend les risques des investissements? C'est bien les Juifs, c'est pas eux. Donc, encore une fois, on voit ce prince de Nassau à la tête de la défense des Juifs de la région. Tant que dure la Nouvelle-Hollande, ça ne va pas durer très longtemps malheureusement, la compagnie a transporté 26 000 esclaves. Alors, là on rentre dans un sujet un peu chatouilleux, c'est 26 000 destinés broyés. C'est absolument épouvantable. 26 000 esclaves sont amenés au Brésil. Mais il faut préciser que dans les 2 siècles qui suivront l'abandon du Brésil par la Hollande, ce chiffre est multiplié par 1000. C'est-à-dire que 2 600 000 esclaves noirs seront importés au Brésil. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de comparaison entre ces chiffres. 26 000 et 2 600 000. Et cette traite des Noirs sera étendue à tout le Nouveau Monde et tous les pays européens vont y participer.
la Suède, la France, le Danemark, le Portugal, l'Allemagne, la Hollande, l'Espagne, l'Angleterre, tout le monde va manger dans le pot de confiture et seront partie prenante dans ce trafic. Les esclaves pour le Nouveau Monde viennent de la côte occidentale de l'Afrique. Quant à la côte orientale, elle est chasse gardée pour les Arabes qui vont déporter 17 millions d'esclaves noirs, je vous le rappelle quand même. C'est le plus gros chiffre de déportation de Noirs, beaucoup plus important que vers l'Amérique. Nous verrons tout à l'heure que les Juifs ont participé à ce trafic, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Sur les 26 000, à partir du moment où la Hollande quittera le Brésil, les Juifs sont hors de la course et ne s'occuperont plus de trafic d'esclaves. Donc, quand on a ces fameux 2 600 000 esclaves, il n'y a plus de Juifs qui sont dans le coup, pour des raisons que je vous expliquerai. Donc, on a une part de responsabilité, mais il faut aussi replacer ceci. À l'époque, c'était un trafic normal. C'était un trafic tout à fait moral aux yeux des nations occidentales. Alors, d'autant plus que ce sont des Noirs qui vendent des Noirs comme esclaves. Ce n'est pas les petits Blancs qui viennent les chasser. Ce sont des tribus noires qui vont vendre des Noirs comme esclaves. C'est toute une histoire, mais ça, ce n'est pas l'objet. C'est intéressant comme histoire, mais je ne vais pas vous m'étendre là-dessus. Alors, ils vendent des Noirs aux Européens, qui les vendent à d'autres Européens. Et le rôle des Juifs dans ce trafic, je parle de la première période, la période des 26 000, n'est ni pire ni meilleur que celui des autres trafiquants. C'est pas mieux. Encore une fois, ce trafic était normal à l'époque. D'ailleurs, il faut aussi préciser qu'il n'y a pas qu'un trafic de noirs, il y a aussi des esclaves blancs. Et il y a pas mal de juifs qui ont été vendus comme esclaves par le Portugal. Et puis, les Arabes font des razzias. Ils prennent des blancs et les vendent comme esclaves. Et les bateaux de pirates prennent des équipages et parfois les vendent aussi comme esclaves. Donc, il y a des noirs, c'est la majorité, c'est clair. Mais il n'y a pas que des noirs. Il y a aussi des blancs qui sont vendus comme esclaves. Voilà. Et donc, après cette chute de la Nouvelle-Hollande, la participation juive sera absolument nulle. Maintenant, je voudrais vous raconter ce qu'est la tradition religieuse de Tzur Israël à Récif. Et c'est assez rigolo. Alors, les Juifs de la Nouvelle-Hollande sont beaucoup plus libéraux que ceux d'Amsterdam. Un petit peu plus cool, hein, quand même. Et à Amsterdam, par exemple, un rabbin pouvait rester en place pendant quelques dizaines d'années, au moins une bonne dizaine d'années. À Récif, non. Tzur Israël, 1 an de fonction et il est démis de ses fonctions. Et tous les ans, on change, il ne peut pas se représenter. Il peut faire une interruption et se représenter plus tard, mais il ne peut pas exercer pendant plus d'une année pleine, pas 2 années consécutives. Voilà. Alors, par exemple, à Amsterdam, les conversos qui reviennent au judaïsme font la mila et il faut 3 ans pour les intégrer, pour les accepter dans la communauté. C'est une question de sécurité aussi. Bien des conversos pourraient aussi peut-être essayer de pénétrer la communauté pour servir d'une espèce de 5e colonne au bénéfice des chrétiens. On se méfie à juste titre. Donc il faut 3 ans après la Mila pour être reçu dans la communauté. À Récif, non, 1 année, ça suffit. Au bout d'1 an, on est reçu. Quand il y a un problème à Récif, un différend, ce n'est pas le rabbin qui tranche, il n'y a pas de Beddin, c'est réglé par un vote à la majorité du Conseil des Juifs de Récif, de Tzur Israël, et il y a une possibilité d'appel. Voilà. Et puis, par exemple, à Amsterdam, ça nous nous étendrons plus tard là-dessus, les Juifs ashkénazes sont interdits dans la communauté séfarade. Et un mariage ashkénaze-séfarade est strictement interdit. Comme ça. Pas à Récif. Non, mais Récif, on se mélange, il n'y a aucun problème.
Est-ce qu'il y a des Ashkénazes à Récif? Ben oui, figurez-vous qu'il y en a. On va voir ça tout de suite, dans un instant. Il y a eu à un moment donné un rabbin à Récif, excusez-moi un instant. Un rabbin qui venait évidemment d'Amsterdam, il s'appelle Isaac Aboab. C'est un kabbaliste qui est très calé. Il rentrera à Amsterdam, il fera une ou 2 années, une année avec une interruption et encore une fois une année de fonction. Il rentrera à Amsterdam et votera l'excommunication de Spinoza. On vous dit, c'est un personnage sérieux. Et figurez-vous qu'il finira comme adepte de Shabtai Tzvi à Salonique. Des itinéraires incroyables. Un kabbaliste et un homme de grande qualité. Et voilà, il finit par dériver, c'est des choses qui arrivent. D'un autre côté, Tzur Israël finance beaucoup de tzedaka. Et là, les différents fonds sont très intéressants. Il y a un fonds qui est constitué pour payer les rançons pour des juifs qui auraient été kidnappés. Bon, ça c'était courant, on en a parlé tout à l'heure à propos d'esclaves. Il y a un autre fonds, et qui est très joli, qui dote des jeunes filles juives pauvres qui seraient venues d'Amsterdam en Nouvelle-Hollande pour se marier, pour essayer de faire leur chemin, leur fournit une dot pour qu'elles puissent se marier au Brésil. Il y a un autre fonds qui est très intéressant, qui est fait pour rembourser les dettes qu'un juif aurait contractées à l'égard d'un chrétien et qu'il n'est pas en mesure d'honorer. Donc il y a un fonds qui est constitué pour vraiment le dépanner, c'est le cas de le dire. Tout ça, c'est pour éviter prison, vente comme esclaves quand il s'agit de gens qui sont kidnappés et pour aider des jeunes filles. Et puis voilà, plein de fonds de ce type qui sont assez originaux, mais qui donnent une idée assez précise de ce qu'était la vie quotidienne à Récif dans cette communauté. Alors, il faut financer tout ça. Où est-ce qu'on cherche les sous? Eh bien, il y a une obligation pour tous les membres de verser au conseil une partie de leurs bénéfices, sous peine d'excommunication. Donc, on n'échappe pas. Et tout le monde paye, y compris même Moïse et Abraham Cohen Enriquez, qui sont vraiment les meneurs de tout ça. Eux aussi, tout le monde paye, sous menace d'excommunication. Et cet impôt est fixé, c'est un chiffre important, à 3% des bénéfices nets. Donc, ça fait vraiment des sommes d'argent importantes qui rentrent dans les caisses de l'association. Il faut tenir des comptes quand on reçoit des sous. Et donc, on a trouvé des livres de comptes de la communauté de Tzur Israël. Et ils sont très intéressants, ces livres de comptes, parce que, évidemment, l'essentiel nous donne les chiffres, les encaissements, ce qu'on a déboursé pour tel fonds, pour tel autre fonds, pour tel autre fonds. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a par exemple les préceptes et les interdits qui sont fixés à la communauté. Et il y a 2 exemples qui sont assez intéressants à souligner et qui disent notamment les vices et les travers de la communauté. Par exemple, le jeu est interdit le vendredi après-midi car trop de juifs arrivent en retard au repas du Shabbat. Donc, on n'a pas le droit de jouer ni aux cartes, ni aux dés. Mais il y en a un autre qui est intéressant, c'est interdiction sous peine d'une amende de 50 florins, ce qui était pas mal d'argent, interdiction à tout juif d'être surpris en train de se baigner avec une chrétienne. À la mer, on va nager, voilà, interdiction de fréquenter une chrétienne donc, sous peine d'une amende. Voilà ce qu'on trouve dans ces livres de contes qui nous éclairent pas mal sur la vie quotidienne à Tzur Israël, à Récif. Alors, cette communauté est majoritairement composée de juifs hollandais, évidemment, mais pas seulement. On y trouve des juifs séfarades de Turquie, d'Espagne, du Portugal, de toute l'Afrique du Nord. D'ailleurs, quand on a parlé du Maroc, je vous rappelle qu'on avait vu ces jeunes à Tétouan, à Fès, qui partaient vers le Brésil, qui partaient vers l'Amérique du Sud pour essayer de faire fortune. Voilà, on les retrouve là, maintenant. On les retrouve.
Et on trouve aussi des Ashkénazes des pays germaniques, de Pologne et de Hongrie. Vous imaginez ce que c'est? Partir de Pologne, traverser toute l'Europe, faire ensuite la traversée vers l'Amérique pour se retrouver au Brésil, c'est incroyable. Ce sont des aventuriers. Ce sont des gens qui ont peur de rien pour s'en sortir, pour améliorer leur vie, pour arriver à quelque chose. Voilà ce qu'on trouve à Recife. Alors, les règles morales, elles sont assez souples. Et il est fréquent que des Juifs aient une compagne indienne ou africaine, mais jamais, jamais chrétienne. Il y a, c'est très, ça illustre très bien cette haine, ce blocage qu'on a avec les chrétiens, c'est très bien d'ailleurs. Si seulement ça pouvait continuer aujourd'hui en diaspora, ce serait pas mal. On n'aurait pas, je ne sais pas combien, 60% de mariage mixte. Mais bon, nous ne sommes plus à l'époque. Pas question de chrétiennes, elles sont strictement interdites. Noire ou une indienne, ou un indien, une indienne, il n'y a pas de problème. Alors ces juifs aussi sont un peu exubérants, puis sont tellement heureux de revenir au judaïsme qu'ils affichent ostensiblement leur appartenance au judaïsme et leur judéité, notamment, par exemple, lors des cortèges de Simchat Torah. À tel point que Maurice de Nassau, qu'on ne peut vraiment pas soupçonner d'être contre les Juifs, leur écrit une lettre en leur disant de fêter leur fête, je le cite, en privé de façon discrète, afin que nul ne les entende. Encore une fois, et c'est un défaut qui nous poursuit, dès que ça va un peu mieux, il faut qu'on s'étale, il faut qu'on fasse de l'esbrouf, et c'est vraiment pas un comportement pour un juif. On n'a pas besoin d'être honteux, mais on n'a pas besoin non plus d'être vaniteux. Entre les deux, il y a un juste milieu, être ce que nous sommes et rester humble. Voilà, seulement on ne sait pas faire ça. Alors, ces pionniers ont un vrai tempérament d'aventurier, et puis alors ils bavardent, parce qu'ils boivent aussi. Il y a des brefs de comptoir. Alors, les brefs de comptoir, ce n'est pas forcément des histoires toujours vraies, mais c'est ce qu'ils racontent. C'est ce qu'ils racontent dans les bistrots. Et notamment, ce fameux projet d'attaquer le siège de l'Inquisition en Espagne pour la détruire définitivement. Mais ce sont des projets comme ça. C'est des projets que notamment raconte Moïse Cohen au bistrot, quand il joue. Il est un petit peu pompette. Et alors il raconte, il joue aux cartes, et puis il raconte, ouais, on va faire du sucre, on va aller chercher des esclaves, et puis on va faire de la piraterie, on va faire du commerce avec l'argent de Potosi, et on va aller casser la gueule à l'Inquisition. Mais en fait, c'est des mots. Mais c'est retranscrit dans les livres de contes de la communauté. Tout est noté. Tout est retenu, même quand ce ne sont que des brefs de comptoir. Et dans cette fameuse colonie, tant que durera le règne de Johann Maurice de Nassau, c'est-à-dire 7 ans, la Nouvelle-Hollande prospère. Alors parfois, on chamaille un petit peu entre juifs et chrétiens, entre catholiques et protestants, mais sauf, tout le monde s'entend parce que l'argent est là, l'argent arrive, donc il n'y a pas de raison de se taper dessus en permanence. La production de sucre en 20 ans va être doublée et passer à 30 000 tonnes. 30 000 tonnes, c'est-à-dire que le sucre devient un produit beaucoup plus courant. Donc le prix va baisser un petit peu, c'est pas grave, parce que la consommation, elle va monter. Le sucre va se démocratiser. Au départ, le sucre, c'était l'apanage des cours, des princes, des riches, des possédants, pas la population. Et puis, le sucre va se démocratiser, le prix baisse, mais la quantité vendue va augmenter. Alors, c'est la période où les frères Cohen et Enriquez au Brésil, d'un côté, et leurs cousins, d'un autre côté, à Amsterdam, s'enrichissent considérablement dans l'import-export. Et puis, il y a des capitaines hollandais, là, on ne parle pas de juifs, des capitaines hollandais qui faisaient un commerce illégal dans tous les ports de l'Empire espagnol, où ils achetaient des marchandises qu'ils revendaient à des juifs, à des conversos, qui les exportaient vers Amsterdam. Commerce illégal. Bon, ça n'a pas changé aujourd'hui. Tous les pays européens aujourd'hui
commerce avec la Russie, alors que le commerce est interdit par le truchement de la Turquie ou d'autres trucs comme ça, y compris la France. Ça se pratiquait, ça se pratique toujours. Rien de changé. Et alors, on a des échanges qui sont absolument hallucinants. Au Pérou, par exemple, les Juifs échangent le minerai d'argent de Potosí contre de la soie de Chine qu'ils importent par Mexico. Mais vous voyez un peu ce trafic. La soie de Chine qui arrive à Mexico pour aller au Pérou, dont on ramène le minerai d'argent, on est au début du XVIIe siècle quand même. On n'est pas aujourd'hui. Hein. Autre chose, on échange du piment de Jamaïque contre des harengs fumés d'Amsterdam. C'est rigolo, c'est curieux. Puis il y a un commerce de perles du Venezuela, etc., etc. Les commerçants espagnols ou portugais sont incapables de concurrencer ce réseau extrêmement dense, solidaire, de juifs à travers le monde qui sont dans l'import, l'export, le transport, le courtage, etc. Ils n'arrivent pas à rentrer là-dedans parce que nous sommes beaucoup trop bien organisés, structurés et surtout compétents. Puis malheureusement, je vous retiens encore 20 minutes. D'abord, on a commencé avec 5 minutes de retard et je veux vraiment terminer ce truc-là, sinon vous allez mélanger les pinceaux. Donc, on arrive à la fin, malheureusement, de cette Nouvelle-Hollande. Un très rapide rappel historique, en 1640, c'est la fin de l'union entre l'Espagne et le Portugal. En 1580, les deux pays, la péninsule ibérique, avaient signé un compromis d'entente, de joindre leurs deux pays. Il y avait eu aussi des mariages entre la fille d'Isabelle la catholique, etc. Vous connaissez toute cette histoire-là. Donc l'Espagne et le Portugal ne font qu'un pays. Et puis en 1640, ça se termine. Le Portugal reprend son indépendance. Et là, vous allez voir un exemple de turpitude d'État absolument hallucinant. Les Portugais vont envoyer une délégation en Hollande pour signer un traité de paix avec la Hollande et une alliance contre l'Espagne. Alors, les conséquences vont se faire ressentir immédiatement au Brésil parce que la Hollande, et là c'est assez pervers, hein, elle trahit un peu sa parole, la Hollande est installée dans le nord-est du Brésil, vous le savez. Le reste du Brésil, il est portugais. Et la Hollande, sous le couvert de cette alliance, va petit à petit grignoter, coloniser tout le Brésil par des accords, par des ententes, par des installations de colons, par des petites troupes armées qui arrivent et qui vont se disséminer dans tout le Brésil. Voilà, tout ça en douceur. Et le prince Maurice de Hollande reçoit des instructions des États généraux de s'emparer, mais en douceur, en silence, d'un maximum de provinces brésiliennes. Alors il négocie avec des provinces, tout en les occupant avec son armée, il négocie, il fait des cadeaux, il amène de l'argent, puis il amène son armée, parce qu'il faut accompagner évidemment l'argent qu'on apporte, puis l'argent on le donne, l'armée reste. Et progressivement, petit à petit, comme ça, on va mettre la main sur une grande partie du Brésil. En même temps, parallèlement, le prince Maurice envoie une flotte pour prendre Sao Tomé. Vous savez, Sao Tomé, là, on fait beaucoup de sucre et on a envoyé des spécialistes de la culture au Brésil. Sao Tomé appartient au Portugal et Maurice va envahir Sao Tomé. En 1642, la Hollande gère pratiquement tous les ports du Brésil, alors que le Brésil est portugais, en tout cas, sauf le nord-est. Le reste est portugais. Et donc la Hollande gère tous les ports, notamment ceux par où transitent les esclaves. Elle est au zénith, la Hollande, mais plus pour très longtemps, car elle décide de ne pas renouveler le contrat du prince Maurice de Nassau, disant qu'il était trop dispendieux. C'est vrai qu'il dépensait beaucoup d'argent, mais c'est vrai aussi qu'il en rapportait énormément. Mais bref, on met fin à son contrat
Et c'était un homme diplomate, intelligent et qui a assuré la puissance hollandaise au Brésil. Donc, il est rappelé en septembre 1643 à Amsterdam, malgré les supplications de différents groupes religieux qui demandent aux États généraux « Laissez-le, c'est un homme sage », les Juifs qui parlent de lui, de son règne sage et heureux. Il n'y a rien à faire, on le rappelle, en Hollande. Ah, en quoi ça nous concerne, ça? De l'affaire des Hollandais, oui, mais un certain nombre d'États, d'abord la Hollande, et puis un petit peu plus inattendu, le Portugal, ne respectent aucun de leurs engagements. Aucun. Et en mars 1644, c'est le début de la fin. Il y a une révolte portugaise contre l'occupation hollandaise, parce qu'ils commencent à se réveiller. Insidieusement, comme ça, les Hollandais sont arrivés, ils ont occupé tout le Brésil, ou presque, et puis tout à coup, on se réveille. Ah, il y a une révolte contre l'occupation, et il y a un complot qui vise à assassiner 18 maîtres hollandais, donc des gens puissants, des gens avec des grandes propriétés, qui sont invités à un festin et le projet est de les assassiner. Et un des conspirateurs, qui est un conversos, qui s'appelle Sébastien Carvalho, dévoile le projet, prévient les Hollandais. Abraham Cohen Henriquez, parce que c'est toujours lui qui anime un petit peu tout ça, est averti. Il prévient le prince Maurice en Hollande et qui prend immédiatement des mesures. Alors, il y a le chef des conjurés qui s'appelle Vieira. Il fiche le camp dans la forêt et il échappe à la vindicte hollandaise. Il part se cacher dans la forêt. Et là, Abraham Cohen part à sa recherche. Tombe dans un piège, il perd 2 de ses hommes, des Juifs évidemment. Alors, il retourne à Recife, il monte une expédition composée de 600 soldats hollandais, c'est beaucoup, plus 300 Indiens. Et puis, ils partent à la recherche des rebelles pour les éradiquer. Ils tombent dans une embuscade. Ils vont perdre beaucoup d'hommes. Alors, l'embuscade, où ils perdent beaucoup d'hommes, une très mauvaise récolte de sucre cette année-là, provoque le début d'une guerre civile au Brésil. Et on a, à l'été 1645, des rebelles qui attaquent l'île près de Recife. Vous savez, la fameuse île où le prince de Nassau s'est construit un château? Eh bien, ils attaquent cette île. Alors, ce château était destiné à devenir une synagogue après. C'est pour la petite histoire. On attaque l'île et ils capturent des Hollandais, dont 13 Juifs, qui sont séparés du reste du groupe. 13 Juifs capturés lors d'une attaque, ça vous rappelle quelque chose? Je vous rafraîchis la mémoire, c'est NTB. On a immédiatement séparé les Juifs du reste des passagers. Alors, ils sont séparés, ces 13 Juifs, et tous sont immédiatement pendus, sauf leur capitaine qui est brûlé vif. Alors, pourquoi? Parce qu'ils sont considérés non seulement comme des ennemis, comme les Hollandais, mais comme des traîtres au christianisme. Donc, exécutés. Voilà. Alors, le Conseil juif d'Amsterdam adresse une lettre de supplication aux États généraux, faisant état de la fidélité des Juifs et demandant la protection des Juifs du Nouveau Monde. Et elle précise dans cette lettre, d'ailleurs, que c'est grâce aux Juifs que ces 18 personnalités n'ont pas été assassinées, puisque c'est les Juifs qui ont dévoilé le poteau rose. Et le président du Conseil juif, qui s'appelle Abraham da Costa. Da Costa, c'est un nom que vous avez déjà entendu certainement. C'est le frère de Uriel da Costa. Uriel da Costa, je ne vais pas vous en parler maintenant, c'est pour plus tard. C'était un compagnon de Spinoza. Abraham da Costa, il est président du Conseil juif et il reçoit de la part du prince Maurice de Hollande la Patenta Homosa. La Patenta Homosa, c'est la charte honorable. Écoutez ça, c'est un événement fantastique. Et cette charte honorable confère aux Juifs tous les droits, presque, mais presque tous les droits que les
les mêmes droits que les représentants de la bourgeoisie. Et ça n'était jamais arrivé. Elle est rendue publique le 7 décembre 1645. C'est la première charte émise par un État conférant aux Juifs des droits égaux aux autres citoyens. Donc, si c'est vrai que c'est la Révolution française et la suite qui a donné aux Juifs le droit de citoyenneté, etc., il y a un précédent, là, en Hollande, qui est extraordinaire, un précédent quand même, 1645, 1789, ça fait 150 ans. Hein. Voilà, la première fois que des Juifs dans un pays occidental ont des droits égaux aux autres citoyens. Et ordre est stipulé au Brésil, donc dans la partie hollandaise, de protéger les Juifs. Alors, devant les attaques, là, beaucoup de Hollandais vont rentrer au pays à l'automne 1645, parce qu'on comprend très bien que la Hollande est en train d'être battue au Brésil. Beaucoup de Hollandais chrétiens, là, calvinistes, rentrent en Hollande à cause de la guerre civile. Les 1450 Juifs du Brésil représentent la moitié de la population blanche de la colonie. Donc, beaucoup d'entre eux aussi vont repartir, mais ça, nous le verrons après. Recife est assiégé et évidemment, 350 Juifs vont participer à la défense de la ville parce qu'ils savent que si les Portugais gagnent la bataille, ils seront immédiatement assassinés, comme ça a été le cas de ces 13 pauvres Juifs qui ont été mis de côté et immédiatement pendus. Et donc, ils préfèrent mourir les armes à la main que de se laisser massacrer par les Portugais. Les Portugais donnent 3 jours aux Hollandais pour se rendre et promettent aux Juifs d'épargner les Juifs à condition qu'ils se convertissent. Promesse portugaise, ça vaut ce que ça vaut. Alors, Abraham Cohen Henriquez provoque une réunion de la communauté et explique aux Juifs qu'on ne peut pas faire confiance aux Portugais, en aucun cas, et qu'ils seraient tous immédiatement brûlés. Alors, il y a un débat, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Finalement, on rejette l'offre des Portugais. Et heureusement, à ce moment-là, arrive une flotte hollandaise et le siège portugais de Recife est levé. Entre parenthèses, les Hollandais avaient accusé les Juifs d'être responsables du refus de hisser le drapeau blanc. Mais plus tard, notamment dans les archives hollandaises, on va trouver qu'ils reconnaissent la bravoure d'Abraham Cohen Henriquez. Ils lui en seront d'ailleurs très reconnaissants, nous verrons ça. La charte honorable dont je vous ai parlé tout à l'heure est mise à l'épreuve 2 ans plus tard. 10 Juifs sont capturés sur un bateau hollandais et ils seront sauvés par l'intervention très énergique du prince Maurice qui dit « Attention, ils sont sous ma protection, c'est un casus belli ». Casus belli, donc il est prêt à entrer en guerre pour sauver 10 Juifs. C'est quand même exceptionnel. On est au milieu du XVIIe. Le roi du Portugal, qui s'appelle Dom João, il nie soutenir la rébellion, mais en fait, c'est lui qui la structure entièrement, qui l'orchestre. Malheureusement, pour une erreur d'appréciation avec le soutien d'un certain nombre de conversos portugais, qui sont tentés un peu par ses promesses. Donc des conversos qui sont au Brésil et des conversos qui sont au Portugal. Et un des plus riches commerçants du Portugal, un converso, qui s'appelle Duarte da Silva, anticipe la victoire du Portugal au Brésil. Et il met sur pied une compagnie du Brésil qui est censée concurrencer la Compagnie des Indes occidentales hollandaise. Son idée, c'est quand le Portugal aura reconquis tout le Brésil, c'est lui qui sera le patron de la Compagnie du Brésil, et donc avec tous les bénéfices afférents. Et donc il met beaucoup d'argent pour soutenir l'armée portugaise. En échange, le roi s'engage à pardonner les impiétés des conversos et les assure que leurs biens ne seraient pas saisis par l'Inquisition. Ironie,
ce monsieur da Silva, Duarte da Silva, qui a encouragé les conversos du Brésil et qui pensait vraiment tirer son épingle du jeu, être nommé à la tête de la Compagnie du Brésil, sera arrêté avant la fin de la guerre, incarcéré pendant 5 ans comme judaïsant. Il ne sera pas exécuté. Parce que le Brésil, c'est la chasse gardée du roi du Portugal. Et personne d'autre n'a le droit de diriger cette Compagnie du Brésil. Méchant retour de bâton ou mauvaise appréciation d'une situation politique. La lutte finale débute le 20 décembre 1653. L'armada portugaise, financée entre autres par les conversos, débarque à Recife. À Recife, il y a suffisamment de réserves pour l'armée hollandaise pour tenir jusqu'à l'arrivée des renforts, mais les soldats sont démoralisés. Ils n'ont pas le moral. Et puis, ils disent qu'aller piller quelques maisons de juifs, c'est plus facile que d'aller se battre contre les Portugais. Abraham Cohen prévient le commandant que le moral des troupes est extrêmement mauvais et qu'il y a des velléités de désertion. Et le commandant est impuissant, il arrive à rien faire. Et les archives de Nouvelle-Hollande nous montrent le rôle d'Abraham Cohen et combien ce rôle a été estimé par la Hollande, puisqu'il a déjoué le complot de Vieira pour les 18 personnalités. Il a payé de sa poche le retard de solde des soldats hollandais. Pendant 9 ans, il a aidé chrétiens comme juifs qui étaient pauvres, qui étaient dans la misère, à survivre, notamment pendant les sièges où il y avait de la famine. Il a ouvert ses hangars, ses entrepôts pour nourrir la population. Un type qui a fait énormément pour la population juive et aussi pour des calvinistes. Mais son rôle a été reconnu, nous le verrons. La Nouvelle-Hollande se rend le 26 janvier 1654, donc on a dit que ça a commencé il y a quelques mois. Recife est occupé, l'Inquisition s'installe dans le château du prince de Nassau, sur la petite île, et on donne 3 mois aux 650 juifs restants, dont les frères Cohen, pour partir sous peine d'être livrés à l'Inquisition. Et donc après 24 ans, pas très long, 24 ans, c'est la fin de Tzur Israël, de cette formidable communauté qui s'était créée à Recife. Il faut reprendre la route de l'exil, mais pour aller où? L'Inquisition sévit dans tout le Nouveau Monde, notamment entre 1630 et 1650, donc on est vraiment dans cette période-là. Elle est d'une violence extrême. Au Pérou, au Mexique, au Pérou, les conversos sont emprisonnés pendant 3 ans et ensuite brûlés vifs. Au Mexique, ils sont emprisonnés pendant 8 ans et finiront également brûlés vifs en place publique. C'est la terreur inquisitoriale qui s'abat sur les conversos et sur les juifs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la principale accusation contre les juifs, c'est qu'ils font partie, ouvrez bien vos oreilles, de la grande conspiration. Au XXe siècle, ça s'appelle, je ne sais plus, les différents noms qui ont été donnés par les Allemands jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde sait que la pieuvre juive s'étend dans le monde entier, n'est-ce pas? La grande conspiration. Pourquoi? Parce que, vu leur situation dans ces 2 pays, au Pérou et au Mexique, les Juifs de Recife pensent qu'eux, il est temps de partir. Or, quelle était la situation au Pérou et au Mexique? C'est que ces gens, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ont monté littéralement, c'est vrai, des réseaux à travers le monde de commerce, d'échange, d'export, d'import, parce qu'ils sont capables, parce qu'ils sont compétents. Il n'y a pas de complot, il y a simplement de l'efficacité, de l'intelligence et de la qualité. Mais c'est la grande conspiration. En fait, le propos de l'Inquisition, il ne faut pas les Juifs, ils s'en fichent des Juifs. Vous allez voir ça tout de suite. La Sainte Terreur a une catastrophe, un effet de catastrophe sur les Juifs, et l'Inquisition se déchaîne
avec son chef qui s'appelle Gaëtan, un vrai voyou. Et sa haine se déchaîne devant l'insolente, encore une fois, l'insolente richesse des Juifs du Pérou, qui étalent leur richesse, encore une fois. Alors, ils ont été les premiers, ils ont été des précurseurs à exploiter les mines d'argent de Potosi. Ils ont constitué d'énormes fortunes, c'est vrai. Manuel Pérez Batista, un conversos qui est né à Séville. Peut-être que le dictateur Batista est un descendant, j'en sais rien. C'était un conversos très cultivé, pardon, qui possédait une très grande bibliothèque. C'était le chef de la communauté du Pérou. Sa fortune est estimée à 20 milliards de dollars. Ce n'est pas vraiment rien, 20 milliards de dollars. Et c'est là qu'apparaît, évidemment, il fait de l'étalage, l'accusation de grande conspiration. De fait, les Juifs ont monté ce réseau commercial et l'Inquisition, la seule chose qui la motive, c'est mettre la main sur l'argent des Juifs. D'ailleurs, Gaëtan, chef de l'Inquisition, donc un homme pieux et qui fait vœu de pauvreté, il vivait avec de multiples maîtresses, roulait dans un carrosse en argent et les protège-sabots de ses chevaux étaient en argent également. Donc, vous voyez, c'est un homme modeste, lui aussi, le chef de l'Inquisition. D'ailleurs, pour corroborer ce que je viens de dire, l'Inquisition s'en est aussi pris à des chrétiens riches pour mettre la main sur leur fortune. Il n'y avait pas que les Juifs, c'est l'essentiel, c'était des Juifs, mais aussi des chrétiens juifs qui ont passé entre les mains de l'Inquisition. J'en ai encore pour 2 minutes et je vous tiens, je ne vous lâche pas. Je vous passe les détails de ces chrétiens, ce n'est pas ce qui nous importe le plus. Les communautés du Pérou et du Mexique sont détruites. Quelle est la solution pour la communauté du Brésil? Il va falloir faire quelque chose. On peut coloniser une petite île des Caraïbes. 6 d'entre elles appartiennent à la Hollande et donc les Juifs peuvent y accéder. Elles sont accessibles. Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache et Saint-Martin sont hollandaises, donc ouvertes aux Juifs. Et puis, ils sont aussi bienvenus aux Antilles françaises. La Guadeloupe et la Martinique les reçoit également. Et puis, il y a la Barbade et Nevis, qui sont 2 îles anglaises. Nevis, il y avait d'ailleurs déjà des Juifs tout au début, au tout début du XVIe siècle. 2 îles anglaises qui sont également prêtes à recevoir les Juifs. Première option, s'installer sur une île appartenant à l'un des pays européens, qui ne soit ni l'Espagne ni le Portugal. Autre option, retourner en Hollande, évidemment. Et il y a une troisième option, c'est s'aventurer vers les terres du Nord, quelque chose de... Non, on ne connaissait pas trop ce que c'est, ce truc-là. Il y a une nouvelle colonie qui s'appelle la Nouvelle-Amsterdam. Vous la connaissez, la Nouvelle-Amsterdam? On en a déjà parlé. C'est évidemment New York. Et qu'est-ce qui se passe avec nos amis Moïse Cohen et Abraham Cohen, son frère? Moïse Cohen a 53 ans. Abraham a 49 ans. C'est plus des gamins à l'époque. Eh bien, ils ont passé leur vie à lutter pour l'émancipation des Juifs, pour les aider. Eh bien, ils vont faire comme Samuel Palache. Ils vont continuer. Ils vont continuer malgré leur âge. Ils décident de poursuivre la lutte. Ils ont été battus au Brésil? Bon. Ils ont un âge avancé? D'accord. Eh bien, ils restent tout aussi déterminés et au cours des 20 années qui vont suivre, vont obtenir toutes sortes de droits et de libertés pour les Juifs. Mais ça, c'est une autre histoire pour la prochaine fois. Voilà. Alors, si vous avez des questions, Ouvrir vos micros. il faut ouvrir vos micros et je suis là. C'est des gens qui ont écrit, je pense. Attends, merci. Quelqu'un demandait, Nouvelle-Hollande, quel pays actuel? C'est le nord-est du Brésil.
l'île où était Enriquez, je ne sais pas, c'est une toute petite île, c'est pas grand-chose, c'est une toute petite île à l'entrée du port de Recife, mais j'en connais pas le nom aujourd'hui. Lui, il avait baptisé île Maurice, mais ce n'est pas l'île Maurice que vous connaissez qui est près de Madagascar. Ouais. Alors, quelqu'un a demandé l'origine des esclaves, ben, c'est l'Afrique, évidemment. Et puis, voilà. Et puis, ça c'est mon fils, mais je viens de répondre. Je ne sais pas, le nom de Récif est-il lié au mot hébraïque Ratsif? Moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était un jeu de mots avec le portugais, Récif qui veut dire un rocher, et Tsour, le rocher d'Israël, qui est donc un pasouk de Ishaïa. Voilà, d'autres questions? Non, c'est passionnant. C'est gentil. C'est vrai. Alors, on va attendre un petit peu. Là, vous serez prévenu à temps quand on fera le prochain cours, la suite de cette histoire. Mais je vous rassure, je ferai un résumé assez détaillé pour vous remettre un peu dans le bain. Merci. Alors, C'est il me gentil. reste quand même à vous C'est gentil. souhaiter Shana Tova, C'est encore une nouvelle. que vous ayez de belles fêtes en famille. C'est un petit peu Amen. trop tôt, mais je vais quand même vous dire Tivat Vechatima Tova, Ça va être tôt. et que Shana Tova. notre pays retrouve le chemin de la raisonnabilité. Oh,